fait, de toute façon, je vois pas pourquoi que ça prend des proportions comme ça, parce que il y a eu le débat public, il y a eu les enquêtes publiques, maintenant c'est classé, tout ça. Et je vois pas ce que... Pour nous, le dossier, il est clos. Oui, puis il y a un truc qui est inadmissible. C'est que, bon, on respecte les paysans, mais vous là maintenant en train d'héberger et puis de nourrir des repris de justice, et puis des bandits, et puis... Bon, et ben, si vous avez en face de vous un anarchiste paysan, sans cagoule, bon, on va s'expliquer. Parce que d'ici, si on avait écouté pendant tous les débats publics et puis toutes les enquêtes publiques, si on avait bien mesuré tout ce qui a été écrit, on a été patient, ben on serait peut-être pas là. Donc c'est votre pseudo-démocratie participative là, qui conduit qu'aujourd'hui c'est comme ça. Et puis c'est tout. Mais vous êtes pas. L'aéroport il n'est pas fait. Hein. Leur aéroport, ils peuvent toujours le rêver. Chaque jour un peu plus, on les fera cauchemarder. Leur aéroport, ils peuvent toujours rêver. Chaque jour un peu plus, on les fera cauchemarder. C'est dans 7 ans, les avions ne décolleront pas. C'est dans 7 ans, les avions ne décolleront pas. C'est dans 7 ans, les avions ne décolleront pas. C'est dans 7 ans, les avions ne décolleront pas. Leur aéroport, ils peuvent... Nous sommes donc sur le périphérique. Nous allons quitter le périphérique à la porte dite de Grandlieu. Donc ça veut bien dire que l'aéroport est à l'extérieur du périphérique nantais. Regardez comme nous sommes au centre-ville. Hein, ça se voit, ça crève les yeux. Donc je précise bien, et vous l'avez peut-être déjà lu ailleurs, il n'y a aucune dangerosité et aucune particularité concernant l'approche, y compris par la ville. L'environnement sur un pays plat, il n'y a pas de centre pétrochimique, il n'y a pas de centre industriel majeur, il n'y a pas ces contraintes. Aujourd'hui, les avionneurs, les motoristes font en sorte que les contraintes environnementales, le bruit, la pollution, c'est considérablement traité et il y a des performances qui s'améliorent d'année en année sur nos avions. Sur les 11 équipes de contrôleurs aériens, il n'y en a même pas la moitié, voire le quart qui joue le jeu correctement et qui ont une sensibilité environnementale. On pourrait arriver par le sud sur Nantes-Atlantique et décoller face au sud. À Nantes-Atlantique, on nous oblige de faire un grand tour par le nord pour survoler la ville et atterrir dans ce sens-là. Un sens nord-sud. Alors qu'il n'y a pas lieu d'être, le chemin le plus court c'est d'arriver par le sud, et aujourd'hui nous on court après les économies de carburant. Les normes Bévue d'entrée de jeu c'est de faire 2 pistes. On a raconté à tout le monde que passer 4 millions de passagers, il fallait faire 2 pistes, c'était une contrainte réglementaire, une obligation. C'est du pipeau. Ça aussi, c'est encore un énorme mensonge, une ânerie. Ça n'existe dans aucune littérature, nulle part. Ce dessin d'aéroport n'est pas du tout serviable. La première chose, c'est que les pistes restent contraignantes parce qu'elles ne sont pas assez longues et pas assez larges. Demain, Notre-Dame-des-Landes, on n'aura plus que 2900 mètres par 45 mètres de large. Et là, nous aurons plus que 2700 mètres, 750 mètres par 45 mètres de large. Tous les chiffres ont leur importance. 45 mètres de large, d'entrée de jeu, c'est pas assez large pour une piste, pour faire venir des gros avions. Les gros avions font plus de 80 mètres de large. Ici, la piste, elle fait 2900 mètres plus 100 mètres occasionnels, avec un taxiway sur toute sa longueur. Ce qui existe aujourd'hui à Nantes n'existera pas demain à Notre-Dame-des-Landes, il faut bien en avoir conscience. Cette piste permet d'absorber à minima 35 avions à l'heure, 50 avions à l'heure par très beau temps. Minima, quand il fait très mauvais, c'est 35 avions à l'heure. Ici, aujourd'hui, il va y en avoir 132, je crois, pour la seule journée de ce vendredi 16.
L'aéroport est très loin de saturé. Le trafic croît en nombre de voyageurs, mais pas en mouvement. Et je vous donne 2 chiffres. Nous sommes effectivement à plus de 3,2 millions de voyageurs, mais en mouvement, nous sommes aux alentours de 43 000 mouvements, c'est-à-dire exactement comme en l'an 2000. Parce qu'on a rempli davantage les avions. Il est plus handicapant d'avoir beaucoup d'avions que d'avoir beaucoup de passagers. Un aéroport dimensionné comme ça ne servira à rien. Le marché n'est pas là aujourd'hui, il n'y a aucune raison de toute façon qu'il soit là demain, après-demain. En tous les cas, l'outil n'attirera pas la clientèle. Nantes est dans l'hyper standard de ce qui se fait partout, à 2 défauts près. Quand on va en Allemagne, on voit que systématiquement le rail rallie les aéroports. Comme il n'y a pas de transport en commun direct, qu'il y a des ruptures de charge, les gens viennent en voiture. Et ce que je trouve absolument criminel, vraiment je n'hésite pas à utiliser le terme, c'est d'aller faire du parking, plus de 5000 places de parking comme ici, sur une zone humide. Or c'est un problème financier. Faire des parkings à l'horizontale, ça ne coûte rien et c'est ça qui rapporte de l'argent. Regardez l'espace gaspillé. Et quand on vous dit qu'il n'y a pas d'espace à Bouguenais, regardez ces espaces. Alors, le bâtiment qui est juste en face, c'est le seul parking silo qui existe, le seul, et qui donc pourrait tout à fait évidemment servir à une extension éventuelle de l'aérogare s'il fallait agrandir l'aérogare. Et on pourrait très facilement récupérer les espaces perdus pour le parking à l'horizontale pour refaire des silos. Quand les porteurs de projets disent on ne peut pas agrandir Nantes Atlantique, ils mentent. On ne peut pas dire autre chose, ils mentent, car il suffit de regarder. Dans ce dossier-là, comme dans bien d'autres pour les grands projets inutiles imposés, tout est basé sur le mensonge. Si on regarde Notre-Dame-des-Landes, il y a eu des mensonges sur l'appréciation de besoins ultérieurs, basés sur des extrapolations qui ne reposaient absolument pas sur des données scientifiques. Donc il y a eu mensonge sur l'évaluation des besoins. Il y a eu mensonge sur les coûts, mensonge sur les financements, mensonge sur le projet lui-même. Je sais pourquoi j'aurais lutté à la ZAD au Rosier, car quand Vinci a débarqué, j'ai décidé de me révolter. Comment ne pas battre le pavé pour la terre, pour la sauver, car l'on ne croit plus aux doux mots d'héros quand ils sont dits dans les journaux. Moi qui lutte tant, je ne crois plus en ce gouvernement. Je reste perché avec volonté dans ma chaîne et accompagnement. Avant de déclarer l'utilité publique, il faut prouver, et c'est normal, que la collectivité dans son ensemble a intérêt à ce qu'une infrastructure, quelle qu'elle soit, se réalise. Donc dans la déclaration d'utilité publique, l'État a fait le travail de l'analyse coût-bénéfice et a voulu prouver que faire Notre-Dame-des-Landes était un gain pour la collectivité d'à peu près 500 millions d'euros. Notre contre-expertise, qui s'est contenté, mais c'est très important, de regarder la méthodologie, a prouvé qu'on avait oublié des coûts dans la colonne coûts et qu'on avait multiplié certains bénéfices par 3 ou 4. Et en recalculant, le bureau d'études nous a prouvé que faire un aéroport était en fait un déficit pour la collectivité. Et c'est pourquoi nous disons qu'il y a eu manipulation de chiffres. Depuis 1 an que cette étude est sortie, le silence le plus épais a régné, c'est-à-dire que les porteurs de projets ont balayé d'un revers de main l'étude en disant qu'elle n'avait pas coûté assez cher
et qu'elle n'était donc pas valable, et que comme c'était nous qui l'avions payée, elle n'était pas objective. Mais sur le fond, aucune réponse. Moi, une autre objection que j'ai vue par rapport, dans un article de l'Express par rapport à cette étude, Oui. c'est qu'ils l'ont fait qu'en 15 jours et qu'à côté des travaux de 6 mois qu'eux avaient fait sur la question. Bien sûr. On pouvait pas, voilà. Ah mais tout à fait, mais moi vous savez, lorsque quelqu'un travaille 3 jours sur un tableau avec des chiffres et qu'il me le présente et que je vois une erreur d'addition, même si je n'ai mis que 30 secondes à voir l'erreur d'addition, elle existe cette erreur. Donc ça n'a aucun rapport. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas passé beaucoup de temps, simplement s'ils ont manipulé les chiffres ou s'ils se sont trompés involontairement, eh bien il est normal qu'on le voit assez vite. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que ça ne va rien coûter à la collectivité locale, aux collectivités locales et à nous comme contribuables nationaux. Le déplacement de l'aéroport implique que l'État paye une partie de ce qu'on appelle les services régaliens, tours de contrôle, les douanes, etc. Tous ces services d'État, c'est l'État qui les paye, qui paye le déplacement. Donc nous allons payer comme contribuable national. Nous allons payer comme contribuable local puisque régions, départements, Nantes Métropole vont avancer de l'argent, vous entendez bien, avancer, prêter de l'argent public au groupe Vinci, qui est un des groupes qui fait le plus de bénéfices au monde. Vinci dégage, résistance et sabotage. Vinci dégage, résistance et sabotage. Donc, nous allons payer comme contribuable local, comme contribuable national, et nous serons peut-être un jour remboursés, c'est ce qui est prévu dans le contrat de concession, si M. Vinci fait des bénéfices supérieurs à ce qu'il a déjà imaginé. Alors pour ceux qui ne le savent pas, être actionnaire de Vinci et mettre de l'argent dans l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, c'est être rémunéré à 12%. Vous voyez, c'est bien mieux que le livret de caisse d'épargne. Donc, bien évidemment, c'est l'utilisation de l'argent public qui nous pose aussi question. Il y a eu des mensonges sur les financements. Et avec des évolutions aussi schtroumpfantes, on est parti de 0% d'argent public pour arriver à 46%. Et au miracle, on est redescendu à 44%. Il ne devait pas y avoir d'argent public mis. C'était un projet qui devait être porté par le privé. On présente les grands projets comme source de sortie, comme moyen de sortie de crise. Or, les grands projets enfonce encore davantage dans la crise à cause des partenariats publics-privés qui sont des cadeaux inouïs aux multinationales et qui endettent, qui creusent le trou de la dette pour encore des années. Et alors qu'il nous faudrait des hôpitaux, des écoles, etc., miser sur les grands projets, c'est d'une stupidité tellement absolue qu'on n'arrive pas intellectuellement à comprendre comment des porteurs peuvent s'accrocher à ce point-là. Ça va créer beaucoup d'emplois, ce projet, quand même. Ça va créer beaucoup d'emplois. Oh là là, formidable, formidable le nombre d'emplois pérennes que ça va créer. Alors d'abord, comme c'est un transfert, on est bien d'accord que les emplois existent aujourd'hui. Ils existent à Nantes-Atlantique, il y en a à peu près 1850. C'est donc un transfert d'emplois qui va se produire. Et en termes du chantier, le chantier peut et donne des heures de travail. Mais qui viendra travailler sur ce chantier-là? Les grandes multinationales comme Vinci viennent avec leurs ouvriers. Comment sont-ils payés? Est-ce qu'il n'y a pas un dumping social derrière tout ça? Ce seront des ouvriers certainement, soit d'Europe de l'Est ou d'ailleurs, qui viendront travailler à Nantes, comme ils l'ont fait dans les chantiers de l'Atlantique. Quand il y a des bateaux en construction, on fait venir des ouvriers à bas prix, qui quelquefois ne sont même pas payés. Il y a eu des grèves de la faim, parce qu'ils ne les payaient même pas. Les centrales syndicales feraient pas mal de surveiller de très près ce chantage à l'emploi et dans quelles conditions sociales cet emploi-là, ça ne sera pas un emploi créé, ça sera de l'emploi momentané. Ça implique la fermeture de nombreux petits aéroports, mais on ne le dit pas aujourd'hui aux élus et aux populations des villes concernées. On ne dit pas à Rennes, on va fermer l'aéroport tôt ou tard. On ne dit pas à la Bretagne, on va fermer un certain nombre d'aéroports. Mais petit à petit, Vinci pose ses pions, c'est lui qui va gérer beaucoup d'aéroports, et un jour on vous expliquera qu'il faut rentabiliser tout ça et qu'on va en supprimer.
C'est la logique qui est à l'œuvre partout, hein, de grossissement infini et de vitesse, toujours plus vite, toujours plus vite. Il est 2h30 sonné, on est tous un peu fatigués, on est tous un peu fatigués. Il y a bien 2 heures que nous marchons et la soif nous tenaille. On aimerait bien se reposer chez Sylvain dans la campagne. Le site de Notre-Dame-des-Landes est le plus impropre à la construction de quoi que ce soit un aéroport, une usine ou je ne sais quoi. On ne doit pas détruire la zone de Notre-Dame-des-Landes qui est une zone humide à 98%. Nous ne sommes pas d'accord, nous opposants, avec l'idée même qu'il faille un nouvel aéroport. Mais rentrons dans la logique des porteurs de projets. Imaginons qu'ils ont raison, que demain le transport aérien ne connaîtra pas la crise, que le kérosène sera gratuit, qu'on l'aura remplacé par une énergie inépuisable et gratuite, admettons, et que donc tout le monde prendra l'avion demain. Quand bien même il faudrait un nouvel aéroport, il y a un site qu'il faut abandonner, c'est celui de Notre-Dame-des-Landes. Il a été choisi il y a 40 ans. À cette époque-là, on envisageait de remblayer les marais salants de Guérande. Il ne faut pas l'oublier. Ça date de cette époque-là, le choix du site. Donc, à un moment où zone humide signifiait pour les aménageurs zone à remblayer. On a imperméabilisé des dizaines et des milliers d'hectares avec les parkings des grandes surfaces, avec les routes, avec l'urbanisation qui imperméabilise. Et on a aujourd'hui des rivières de plaine. La Loire-Atlantique n'est pas une zone de montagne. On a des rivières de plaine qui fonctionnent comme des torrents. Nous sommes un château d'eau sur cette zone, c'est-à-dire que c'est la tête de bassin versant, à la fois des eaux qui vont vers la Vilaine et des eaux qui vont vers la Loire. Dès qu'il y a une précipitation un peu importante, le niveau monte, on a des inondations et on a des risques pour les entreprises, pour les personnes, pour les infrastructures. Le périphérique du nord de Nantes s'enfonce régulièrement. On a régulièrement des problèmes d'inondation. Bon, tout cela, mis bout à bout, montre bien l'importance de garder des zones tampons, des zones éponges qui justement freinent l'eau. On a fait des tuyaux et on a imperméabilisé. Aujourd'hui, on sait que c'est une bêtise. Eh bien, on veut continuer alors qu'on n'a même pas l'excuse de ne pas savoir. La sueur de nos grands-pères qui se retourneront dans leur tombe voyant ce qu'on fait de leur terre. La sueur de nos grands-pères qui se retourneront dans leur tombe voyant ce qu'on fait de leur terre. Grâce à la loi sur l'eau, nous avons pu appréhender tout le système hydraulique. Personne ne sait faire comment rétablir la fonctionnalité de ce système. Aujourd'hui, l'État a bricolé des mesures environnementales qui sont en total désaccord avec le Grenelle 1 et le Grenelle 2. La loi sur l'eau prévoit comme point fondamental qu'on ne détruit pas une zone humide, sauf si l'on a fait la preuve qu'on ne peut pas faire autrement. Or, depuis le début, depuis le débat de 2003, il n'y a aucune alternative qui ait été étudiée à ce projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Dès 2003, c'était Notre-Dame-des-Landes ou Notre-Dame-des-Landes. Lorsque nous avons, en tant qu'opposants, proposé beaucoup d'alternatives, l'amélioration de Nantes Atlantique, l'utilisation des aéroports existants en réseau, on a toujours, du côté des porteurs de projets, refusé en disant « c'est Notre-Dame-des-Landes ». Et c'est donc ça la première infraction finalement à la loi, qui est aussi la loi sur l'eau, à la loi, c'est de ne pas avoir travaillé d'alternative. Donc c'est aussi là-dessus que nous avons attaqué et que nous portons des recours sur l'absence d'alternative crédible. C'est un gros mensonge, un de plus, de dire que c'est fini, qu'il n'y a pas de recours, etc. C'est faux. Il y a des recours en cours et ces recours, ils sont très gênants parce qu'ils sont potentiellement gagnables. Il y a eu
comme pour tout projet, et bien avant que le gouvernement de Jean-Marc Ayrault ne soit constitué, un certain nombre de procédures, qui d'ailleurs sont arrivées à leur terme, sur le plan administratif et juridique, et même de recours, qui pour, là encore, l'essentiel, ont été épuisés. Donc, moi je respecte le droit de manifestation. Je fais en sorte que tous les recours puissent être traités avec une justice indépendante. Mais en même temps, il y a aussi la force du droit et la primauté de la volonté non seulement de l'État, mais des élus et au-delà même des alternances politiques. Là, ce que je suis en train d'entendre, c'est que le gouvernement est en train d'enfreindre la loi, en gros. Et que ça soit sur la déclaration d'utilité publique basée sur des chiffres manipulés, que ça soit par rapport à cette loi sur l'eau, le gouvernement est en train d'enfreindre la loi. Oui, mais il le fait bien, et c'est cela. Voilà. Alors effectivement, c'est assez extraordinaire d'entendre les porteurs de projets et l'État nous rappeler sans cesse à la loi. Hein. Force doit rester à la loi, dit le ministre de l'Intérieur, force doit rester à la loi, dit le président de la République, force doit rester à la loi, dit le Premier ministre. Or, eux-mêmes ne sont pas exempts de critiques sur le domaine de la loi, puisqu'effectivement, la déclaration d'utilité publique, qu'ils le sachent ou qu'ils ne le sachent pas, hein, je veux bien croire qu'ils ne le sachent pas, mais en tout cas, elle a été faussée, donc ils se doivent de rouvrir le dossier. La loi sur l'eau est bafouée par l'État lui-même, qui est censé pourtant la faire appliquer. L'idée du Grand Ouest, c'est une vision du développement, et ils ont le droit de l'avoir, mais c'est une vision du développement que moi je conteste et que je ne suis pas la seule à contester, parce que c'est la vision du gros équipement, d'une grosse région qui va jouer sa partition dans le concert européen, vous savez, la fameuse taille critique européenne, et donc d'un chef aussi, hein, d'un puissant, d'un grand féodal qui sera le chef du Grand Ouest. Je pense que pour certains, il y a de toute façon fondamentalement l'envie de bâtir, d'inaugurer quelque chose de neuf, de grand, de beau. Je pense que c'est un problème d'homme aussi. Comme un Plogoff et au carnet, nous avons toujours gagné. Comme un Plogoff et au carnet, nous avons toujours gagné. Disons que cette zone-là, elle est déjà agricole. Ça fait longtemps qu'on demande la protection des terres agricoles, mais rien ne garantit qu'entre Nantes et le projet d'aéroport, si celui-là se fait, est-ce qu'ils auront la volonté de résister à la capacité de passer par-dessus les lois de tous les lobbying immobiliers ou des investisseurs, moi j'y crois pas. Nous avons eu des exemples, même en Loire-Atlantique, où que devant les désirs d'implantation d'une usine, un plan d'occupation des sols s'est fait réviser exprès et qu'on a changé une zone agricole, on l'a devenue zone industrielle. Donc la pression financière des porteurs de projets est telle sur les collectivités que c'est aléatoire. Vous êtes dans une zone où le bocage a été particulièrement préservé. Et sur notre ferme, par exemple, pour donner un petit exemple, nous on exploite 65 hectares, ce qui commence à être une petite exploitation pour la zone. On a 290 000 litres de lait, on fait vivre un couple sur cette surface-là. Et on a à peu près, pour donner un ordre d'idée, 250 mètres de haies par hectare de terre cultivée. La moyenne départementale est à 50 mètres. Donc déjà, c'est pour vous donner une idée de la richesse du bocage ici. Nos haies, généralement, c'est 2 hectares entourés de haies.
enfin la moyenne de nos terres, pardon, c'est 2 hectares entourés de haies. Et ce qui nous convenait très bien quand on a choisi de s'installer ici, parce que comme on voulait faire manger beaucoup d'herbe à nos vaches, je dirais 2 hectares pour un troupeau de 30 vaches, c'est parfait. Elles sont protégées par les haies, donc elles peuvent aller au pâturage de février à novembre sans souci météo, enfin sans souci sans se préoccuper du vent, etc. Elles sont protégées par les haies. Donc ça a un intérêt, je dirais, pour l'exploitation agricole. Il y a aussi une valorisation qu'on peut faire en bois plaquettes ou tout simplement en bois de chauffage. Il y a la tendance qu'il y a au niveau agricole où on cherche à maximiser la production, à agrandir de plus en plus les fermes, et quand on agrandit, je dirais, on a tendance à casser les haies pour augmenter la taille des parcelles cultivées. On retombe un peu sur des simplifications, enfin sur des systèmes, je dirais, plus intensifs, avec une forte dominante de maïs qu'on équilibre avec du soja importé qui vient du Brésil, donc plutôt du soja OGM, etc. Donc en fait, sur le fond, c'est pas, on se dit que ce n'est pas un système de production qui tiendra la route très très longtemps. Voilà, donc autant garder un coin, je dirais, où on peut cultiver de l'herbe et et mener des systèmes, mettre en place des systèmes de production plus respectueux de l'environnement. C'est dans 7 ans, les avions ne décolleront pas. Leur aéroport. Cette ferme se trouve à proximité d'une piste qui est située à, on va dire, 100 mètres des bâtiments. Donc tous les bâtiments d'exploitation, la maison d'habitation et les autres maisons du village seront rasés. Il y a une compensation, c'est-à-dire France Domaine, qui est l'organisme qui estime vos biens quand vous êtes exproprié, a fait une estimation financière. Donc nous aurons un chèque. En fait, c'est ça, la compensation, c'est pas on vous repropose une ferme équivalente à ce que vous avez, un bocage aussi beau, etc. C'est on vous donne un chèque et vous partez. Il compense, en fait, l'indemnité est par contre conséquente et sur ce qu'on appelle les indemnités d'éviction du fermier. C'est-à-dire sur le fait que vous, agriculteurs, même si vous n'êtes pas propriétaire de ces terres-là, vous allez laisser les terres que vous exploitez, si vous voulez. C'est sur cette indemnité-là est conséquente, mais je dirais elle est conséquente si vous avez beaucoup d'hectares dans la zone, quoi. Si vous n'en avez pas beaucoup, ça ne vous permet pas forcément de reconstituer un siège, quoi. Sur les bâtiments agricoles, non, parce qu'en fait, le principe d'expropriation prend vous compte de la vétusté sur un bâtiment, c'est-à-dire au bout de 15 ans, grosso modo, on considère que votre bâtiment ne vaut plus rien, alors que moi qui ai construit ma stabule vache laitière il y a 13 ans, je sais qu'elle ira... qu'elle tiendra 30 ans, quoi. On a repris une exploitation à l'abandon, donc c'est je dirais c'est le fruit de notre travail qu'on nous demande d'abandonner. Et puis d'un point de vue citoyen, je dirais on nous demanderait de partir pour un projet d'utilité, de réelle utilité publique, on s'exécuterait, ça nous ferait beaucoup moins mal au cœur que d'être viré pour quelque chose qu'on trouve complètement inutile d'un point de vue citoyen, quoi. Des poireaux et pas des rots. Des poireaux et pas des rots. De l'humus et pas d'Airbus. De l'humus et pas d'Airbus. Des carottes et pas de pilote d'avion. Des carottes et pas de pilote d'avion. En anglais, du gardening et pas de Boeing. Du gardening et pas de Boeing. Du Réfort et pas d'aéroport. Du Réfort et pas d'aéroport. De l'humus et pas d'Airbus. De l'humus et pas d'Airbus. Des fougères et pas de charter. Des fougères et pas de charter. Stop, stop, stop. Celui qui trouve la prochaine rime gagne un sablé collector. Notre-Dame-des-Landes. Une rime. Alors, alors oui, c'est bon, il a gagné le salut. Du bocage, pas de saccage. De la lande, mais pas d'Hollande. Le rappeur est fatigué.
il y a toujours eu des gens qui ont entretenu des relations, des débats, etc. avec les habitants de la ZAD. On a souhaité leur venue, hein. On était d'accord pour qu'ils viennent parce que la défense d'un territoire, il faut empêcher que le territoire se vide. Et donc, il faut qu'il y ait des habitants anciens, qu'il y ait un renouvellement par arrivée de nouveaux, etc. Tout n'a pas été simple, mais on s'est engagé, je ne sais plus à quel moment, je crois que c'était en septembre 2010, je crois. On s'est engagé à défendre à égalité et de la même manière les habitants et les opposants historiques et les zadistes. Et on savait que ce serait très très difficile à réaliser. De fait, ils ont fait exploser l'idée que ce soit une défense de la terre individuelle ou corporatiste par quelques paysans qui prêcheraient pour eux-mêmes. Les jeunes, ce ne sont pas, comme vous dites, forcément des anarchistes. Nous, depuis 2 ou 3 ans, nous essayons de les comprendre. Et croyez-moi, nous avons affaire à des jeunes qui sont d'une culture très forte. Ils veulent expérimenter un nouveau mode de fonctionnement de la société. Laissons-les faire. Peut-être que c'est là qu'est justement l'avenir du changement de société en termes de vie. Parce que nous sommes dans une société de consommation, nous sommes dans une société de gaspillage. Et quand nous voyons tout ce qu'ils peuvent faire de tous les rebuts de notre consommation à nous, eh ben je dis chapeau, regardons ce qu'ils font et il y a quelque chose à en retirer de positif. Faut pas halluciner, on pose pas des bombes à Disneyland. Donc à un moment, faut pas rentrer dans la parano, en même temps, faut savoir se protéger. Mais il n'y a aucun terroriste ici, quoi. Quand on veut écraser les citoyens et qu'on n'a rien d'autre, eh bien, c'est le mensonge encore une fois et c'est déclencher des réflexes de peur. Et ici, c'est que de l'occupation pacifique. Il y a quand ils attaquent que ça devient mauvais et désagréable. Et quand ils commencent à trop nous courir. Lacrymo! Mais vous croyez vraiment qu'on va arrêter? Sérieux quoi? La brutalité de l'intervention et de la densité de l'occupation militaire de la part d'un parti socialiste, c'est inadmissible. Quand Hollande dit que le changement c'est maintenant, nous sommes en train sans doute de changer, mais dans le mauvais sens. Le fait qu'ils aient envoyé à Notre-Dame-des-Landes 1200 policiers, CRS et gendarmes pour déloger des zadistes qui étaient une centaine, qui ont détruit les maisons à la veille de la trêve hivernale, tout ça a révolté. On ne détruit pas les maisons lorsqu'il y a des milliers de personnes en France qui n'ont plus de toit, qui dorment dehors à la veille de l'hiver. Ils sont venus ici à un moment où il faisait froid, beaucoup plus qu'aujourd'hui, où il pleuvait des seaux d'eau. Ils ont été jetés dehors dans la boue jusqu'à mi-jambe. Il n'y avait absolument aucune espèce de raison de détruire ici. Pour autant qu'on puisse dire qu'il y avait des raisons ailleurs, si tu veux. Mais là, y compris légalement, cette maison-là n'aurait pas dû être détruite.
l'évacuation, ça a bien aidé parce que c'était tellement lamentable de voir les gens noyés le premier soir. Là, ça faisait 3 jours qu'on était dans le déluge. Donc les gens sont venus et ils ont dit qu'est-ce qu'on peut faire. Et là, on a pu leur dire, eh bien, apportez des vêtements chauds, apportez des chaussettes, lavez des chaussettes, amenez des bottes, amenez de la bouffe. Et développer l'information dans vos réseaux, etc. On leur a dit, oui, vous pouvez faire quelque chose. Et après, on leur a dit, eh bien, amenez des matériaux pour la réoccupation. Amenez des palettes, amenez du ciment, amenez des clous, amenez des outils. Donc, si tu veux, on a proposé des moyens très concrets aux gens de fournir de l'aide. Résistance et sabotage! Dégage! Résistance et sabotage! Je viens pour défendre des gens, et particulièrement des jeunes, qui veulent vivre en harmonie entre eux et avec la nature, de manière solidaire, parce que je lutte contre un système absurde. C'est pas seul. Bon, le projet est absurde, mais c'est le système général, le système monétaire et financier, l'économie qui fonctionne totalement à l'envers. Hein? La croissance du PIB n'est pas une croissance économique, au contraire, c'est une croissance du gaspillage, de la pollution, de l'endettement. C'est un système totalement illégitime qui va à l'encontre des intérêts des gens, qui va en compte de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, qui crée la misère partout. Or, la nature nous offre des possibilités infinies de richesse. Non, oui, 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 peut-être, non, y'a que nous marchons et la soif nous tenaille. On va se poser chez Sylvain dans la paille, y'a que nous marchons et la soif nous tenaille. On va se poser chez Sylvain dans la paille. L'énorme succès de la manif, qui, toute tendance confondue dans les oppositions à un projet d'aéroport inutile, mais aussi d'autres projets semblables, c'est le rassemblement d'une contestation très large, puisque c'est toute la France qui était là, quoi que Jean-Marc Ayrault puisse en dire, même des associations étrangères en soutien. Et c'est un ras-le-bol de la façon de se comporter des élus de ce pays. Il y a une contestation, je l'entends depuis plusieurs mois, je la respecte, mais en même temps, il y a eu aussi des consultations démocratiques qui ont eu lieu. Élections municipales, il y a quelques années, dans les villes concernées ou dans les communes qui peuvent être également impactées par l'aéroport. Il y a eu une élection présidentielle, et puis il y a eu des élections législatives. Qu'est-ce que c'est que cette démocratie où les gens, il y a un lavage de cerveau continuel et les gens, ils ne savent pas pourquoi ils votent, et pour qui ils votent ou pour qui ils ne votent pas d'ailleurs.
parce qu'ils votent sur des mensonges. À tous les niveaux, conseil régional, conseil général, mairie des métropoles, Nantes, Saint-Nazaire, etc., on nous dit, mais de toute manière, regardez, nous sommes élus avec des scores de, ce qui prouve que la population est d'accord avec le projet de Notre-Dame-des-Landes. On veut faire croire aux citoyens que leur vote, à un moment donné, pour une structure donnée, vaut blanc-seing pour tout ce qui sera fait après. Et ça, franchement, c'est pas acceptable. Tout ça, c'est un magma de non-citoyenneté, de non-transparence, où au bout du bout, on se sent pris pour des... Hein, ça, on le refuse. La violence policière, on la refuse. L'expulsion de jeunes traités d'accapareurs alors qu'ils demandaient simplement à habiter des maisons vides et des terres inexploitées. Donc tout ça, tous ces mensonges-là, à un moment, eh bien les gens disent stop. La manifestation du 17 novembre, par exemple, 40 000 personnes, allez, 38 si on veut, hein, eh bien, c'est des gens qui venaient non pas faire une balade dans la campagne, mais qui venaient participer à une action illégale, une action de réoccupation de gens qui étaient légitimes à être là, mais illégaux, qui se sont fait virer, et donc on répondait en affirmant collectivement une action illégale. Là, franchement, on a l'impression qu'il y a des normes qui ont complètement volé en éclats, et que la différence entre légitimité et légalité, elle a vraiment fait un pas très très important. Certes, depuis 3 ans et demi, un certain nombre de ces zadistes avaient occupé illégalement des maisons vidées pour Vinci. Oui, c'est vrai. Mais pourquoi en sommes-nous arrivés collectivement, tous, à soutenir l'illégalité? C'est parce que nous, opposants dits responsables, nous avons multiplié les courriers, les études, les preuves, et on nous a complètement méprisés. On n'a jamais répondu aux questions de fond. Et il arrive un moment où effectivement, il n'y a plus qu'une solution, c'est la résistance, y compris dans la désobéissance civile, dans le fait d'accepter et de soutenir des gens qui sont installés illégalement dans des maisons. La loi, si elle n'est pas juste et si elle n'est pas respectée par ceux-là même qui nous donnent des leçons, alors de temps en temps, il faut s'y opposer aussi. Et je crois aussi que la forme d'appui extrêmement fort à un groupe privé, qui est le groupe Vinci, qui n'avait besoin ni d'argent pour construire cet aéroport, car il en a, ni de la force publique à ce point, tel que le ministre de l'Intérieur la lui offre pour vider les lieux, puisque ça fait 1 mois et demi qu'il y a plus de 500 gardes mobiles pour des intérêts privés. Je pense que tout cela ne peut que questionner le citoyen sur notre démocratie un peu à bout de souffle. Je l'ai lu, la loi qui dit qu'on a le droit de vous filmer. Par rapport à mon visage, non, vous n'avez pas... je vous dis, que ce soit en uniforme ou sans uniforme, vous n'avez pas le droit. Si vous bloquez la pelleteuse, c'est vous que je vais avoir. C'est pas vous qui m'avez. Ça serait dommage. C'est très bien, ça me fait une autre image à montrer, ce que vous êtes en train de faire. Ah bah oui. Voilà. Là. Vous défendez une idée, hein, vous défendez pelleteuse. D'accord, donc on a un boulot. Chacun défend, oui, au moment où voilà. Je fais le mien, vous non, faites mais c'est pour le ça que vôtre. vous nous dites ça, mais bon... vous faites le vôtre, je fais le mien. Hein. Comment ça se fait? Pourquoi est-ce que des policiers, payés avec nos impôts, sont en train de protéger les pelleteuses de Vinci? Oui. Est-ce que c'est logique? Non, parce que alors, ils répondront bien sûr que c'est un projet d'utilité publique, donc qui est voulu par l'État et mis en œuvre par Vinci. Moi, je me pose quand même sérieusement la question de cette collusion ou de cette consanguinité qui n'existe pas que sur ce sujet, hein, entre le monde des affaires,
le monde politique, quand on voit que l'ancien préfet de Loire-Atlantique travaille maintenant chez Vinci, quand on sait que sa femme était au Conseil d'État qui a jugé nos recours par rapport à la DUP, quand on sait qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a travaillé 8 ans chez Vinci Concessions est désormais à la tête de l'agence des participations de l'État, donc nommée par le gouvernement de M. Ayrault, tout cela est extrêmement désagréable. Et même s'il n'y a pas d'infraction, au sens de la loi, il n'y a pas directement de conflit d'intérêts, tout cela donne quand même une image absolument détestable de lien entre les puissants, les politiques puissants et les puissants de ce monde que sont les grandes entreprises et tout leur système de réseau. Il y a tout le système du clientélisme à la sauce Ayrault. Il a eu le temps d'acheter, peut-être pas en termes sonnants et trébuchants, mais il a eu le temps de s'attacher des féaux par le biais des postes sur les listes électorales, des délégations de trucs et de machins, les vice-présidences, etc. Lacrymo! Mais vous croyez vraiment qu'on va arrêter? Sérieux quoi? Notre surprise a été très grande lorsque le Premier ministre a annoncé clairement le cadre de travail de la mission, à savoir expliquer, dialoguer à chaque étape, je cite, de la réalisation du projet. Ce qui veut dire que dans son esprit, la Commission n'a pas à discuter du fond du dossier. Et ça, pour nous, c'est absolument inacceptable. Ça n'est pas un dialogue. C'est une manière d'essayer de nous faire avaler un projet que nous connaissons au moins aussi bien que les porteurs du projet, voire peut-être mieux. La commission de dialogue qui a été à l'initiative de Matignon, sans doute pour désamorcer un peu la contestation qui s'installait dans le bocage, nous n'avons jamais été consultés, nous n'avons jamais eu de courrier pour nous y inviter, et nous avons posé nos conditions. C'était de retrait des forces de police, l'arrêt de toutes les destructions des maisons, des habitats et de la destruction des forêts. J'espère que la répression policière ne va pas repartir, mais si elle repart, quel cran elle peut prendre en violence, ça nous n'en savons rien. Nous ne sommes pas des gens violents, nous sommes là pour empêcher la violence policière de s'exercer à l'encontre des résistants. Donc j'ose espérer quand même que le préfet et M. Valls, qui est l'autorité de commande au niveau de la police, vont être en mesure d'analyser la capacité de résistance et puis de ne pas commettre l'irréparable. Résistance et sabotage. C'est bien de fumer ce lieu parce que c'est la forêt des Indiens. C'est moi qui les appelle comme ça, mais c'est la forêt de Roanne et c'est des gens qui vivent dans les arbres. C'est devenu une vraie histoire d'amour entre la police et nos perchés des arbres parce que ils sont venus les évacuer en tout et pour tout 5 fois. Et à chaque fois qu'ils les ont expulsés, à chaque fois ça a reconstruit. Le courage des zadistes aussi, c'est quand même quelque chose de très très important. C'est des gens qui prennent des risques physiques. Bon, c'est des gens qui savent ce qu'ils font, c'est pas des gamins, mais c'est des gens qui prennent des risques très importants pour poser des actes de résistance. C'est pas de la résistance plan-plan, c'est pas de la résistance en parole. Je crois qu'il faut apporter des nuances aussi, par exemple par rapport aux barricades.
Je pense que les barricades ont une fonction idéologique très importante, mais elles ne sont pas destinées au premier chef à empêcher le passage des flics. Les militants passent par les champs, les flics passent par les champs. Ce rôle des barricades, c'est principalement d'empêcher l'avancée des moyens de destruction. Ce n'est pas de caillasser du flic, hein. C'est un acte de défense d'un territoire. On veut empêcher l'arrivée sur ce territoire des engins de destruction. Et ça, si tu veux, c'est pas dans les canons d'élite récentes. On a retrouvé ça pour le Larzac, on a retrouvé ça pour Plogov, pour le Carnet, pour des luttes. Mais si tu veux, la défense d'un territoire, c'est quelque chose de très radical. On vit ici, on reste ici. On dépasse toutes nos petites réclamations humaines, de confort, de respectabilité, je sais pas, tout ça quoi. On défend vraiment une terre. J'ai pas envie que mes gosses ils me demandent « Mais qu'est-ce que t'as fait toi pendant qu'ils faisaient tout ça? Où est-ce que t'étais? Pourquoi t'as pas changé ça? Pourquoi t'as pas défendu ça ?» Parce qu'ils ont tiré des grenades assourdissantes en tête des cabanes, que ça peut exploser un peu n'importe comment, que ça laisse des débris, qu'ils ont tiré au flashball dans la forêt, alors qu'avec les armes ça peut rebondir partout et rebondir sur n'importe qui. Donc tu vois, y compris la question de la violence, du courage, etc., il faut les poser dans un contexte où les gens savent ce qu'ils font et où il y a une énorme responsabilité. On aurait pu être déjà dans l'horreur si les zadistes avaient été moins responsables et moins conscients depuis le début. C'est eux qui ont empêché les énormes couilles, c'est pas les flics. Et voilà ce qui nous laisse. Voilà, des tranchées de bulldozer. Une victoire, c'est inéluctable. Là, ça a pris une telle ampleur, ils ne peuvent pas aller plus loin. Autrement, on tombe dans l'état fasciste. On n'en est déjà pas loin. Mais les mecs, ils nous disent, lâchez rien surtout. Vous êtes en bonne voie. On continuera à se foutre sur la gueule avec vous parce qu'on ne sera jamais de votre côté. Parce que notre métier, il est d'être du côté de l'État. Mais lâchez rien, vous êtes sur la bonne voie. Et de toute façon, politiquement, ça nous servira aussi à nous, qu'on prend pour des cons. Et t'as pas pris une commande, c'est plus? Ouais, bah vous avez Le mouvement altermondialiste fait peur à la droite comme à la gauche, globale d'ailleurs. Globale, je ne parle pas du Parti socialiste, je parle de la gauche